Merci beaucoup, professeur Hamouche, pour cette intervention tellement claire et tellement intéressante qui nous donne tous envie vraiment de se lancer dans ce défi de la publication internationale. Moi, en vous écoutant, en fait, parce que l'intervention était très claire, mais j'ai essayé un petit peu de voir quel temps vous avez pris, le temps, c'est-à-dire vous avez pris pour votre communication, et j'ai noté que vous avez adopté un temps à la fois informatif et descriptif d'un côté, dans lequel vous avez abordé les aspects normatifs, les standards de la publication, vous avez décrit les classements internationaux, leurs exigences, vous avez aussi su nous montrer comment maîtriser le processus de publication. Mais ce premier temps qui peut paraître évident a été accompagné d'un second temps qui me paraît aussi important que le premier, c'est un temps argumentatif incitatif. C'est que vous avez déployé un certain nombre d'arguments pour nous pousser tous à réfléchir sur la publication internationale. Vous nous avez aussi incités tous, puisque nous demeurons tous apprenants tout au long de la vie, indépendamment de nos statuts étudiants, doctorants ou professeurs, enseignants, chercheurs. Et ce temps incitatif, c'est surtout j'ai envie de dire, qui nous a mis tous devant un pédagogue, puisque le professeur Hamouche a adopté ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, qui est un processus très important en pédagogie. C'est quand quelqu'un vous fait confiance, un professeur, quand il fait confiance à ses étudiants, il y a de fortes chances que ces étudiants apprennent beaucoup de choses, parce que le professeur leur fait confiance. Et le professeur Hamouche nous a dit aujourd'hui, moi, en tant qu'ancien responsable de la recherche scientifique, en tant que professeur, en tant qu'enseignant-chercheur qui maîtrise le processus de publication internationale, je sais que vous avez tous les atouts pour vous lancer dans cette aventure agréable, mais qui nécessite de l'effort. Sans trop tarder, on va donner la parole au public, qui a certainement préparé des questions, des enrichissements, et que j'imagine que le temps ne suffira pas pour professeur Hamouche, mais il a commencé à nous donner cet avant-goût, et que peut-être, c'est sûr qu'on va on va l'inviter encore une fois à la FSE pour donner d'ample information sur ce sujet important. Voilà, la parole est à l'audience publique. Si vous avez des questions à poser au professeur Hamouche. On va commencer par le professeur Najazoli. شكرا أستاذ. وأنا كنستعمل هذه المحاضرة المهمة من طرف الأستاذ حموش. أتساءل ربما بصوت مرتفع مع من قد يكون تساءل بصوت منخفض. هل إذا كنا نتحدث أيضا عن العلم، وتحدث في الصباح الأستاذ عن الجانب الأخلاقي إلى آخره، والآن نحن في إطار التنافسية العالمية والعولمة هناك منحة وتوجه كبير نحو سلعنة la marchandisation de la recherche scientifique. لأن ملي كيولي أنك خاصك تبحث على des têtes brillantes à l'extérieur, d'origine marocaine ou autre, pour donner une certaine réputation à une institution. Et bien sûr, comme on vous l'avait dit, il faut mettre le paquet à côté. Nous, on ne met pas suffisamment le paquet pour nos propres compétences ici. Je ne sais pas comment on va faire pour mettre le paquet pour les gens qu'on va importer, entre guillemets, de l'extérieur. Ça m'inquiète, moi, cette course vers la marchandisation de la recherche scientifique.
Surtout que ça s'appelle, bon, tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'on appelle ça les sciences douces ou humaines. Bon, les sciences douces humaines. Comment on va traiter, on va se comporter dans le cadre de l'émancipation de ces sciences de cette manière, c'est-à-dire pour donner de l'élan et pour améliorer le classement de nos universités, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ça, c'est un questionnement. Je sais que maintenant, on est dépassé et les choses sont en cours. Mais, je ne sais pas, ça nous interpelle, ce genre de pratique. À quel point on va rester dans la vraie recherche scientifique. Et c'est quoi la vraie recherche scientifique? Est-ce que c'est la course vers l'amélioration des classements ou c'est améliorer et donner suffisamment de moyens à nos propres compétences nationales, que ce soit au niveau des chercheurs ou des chercheurs ou des jeunes chercheurs pour justement faire un bon travail? Parce que moi, ça m'inquiète. Cette question de la course vers la performance. Bon, et d'ailleurs, ça ne marche pas toujours. D'ailleurs, l'équipe qui a acheté Ronaldo en Arabie Saoudite n'a pas eu champion. Et pourtant, elle a mis 200 millions de dollars. Ce n'est pas toujours évident de gagner cette course, même avec une star comme Ronaldo. Bon, voilà. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que est-ce qu'on va mettre une façade, une vitrine, pour dire que nous faisons de la recherche scientifique, que nous avançons, ou on va construire la base. On va pouvoir construire et renforcer par nos propres moyens. Tout ça, c'est des questions aussi. Je n'ai pas de réponse. Merci. شكرا السيد الرئيس، شكرا للاستاذ الجليل على الرقي الذي كنا في حاجه اليه لكي نعرف هذه المعطيات لان معظمنا يجهلها. ولكن لدي نقطه اريد ان اشير اليها في مساله النشر، وان اساتذه اللغه العربيه يجدون مشكل كبير في النشر في هذه المجلات، علما ان في العلوم الانسانيه عندما نبحث سكوبيش تنشر باللغه العربيه، ولكن هناك مجلتان فقط، مجله اردنيه تطلب 800 لغة كمقابل للنشر، وهناك مجلة سعودية مجانية ولكن سنوية، يعني تحتاج وفيها مشاركات كثيرة، يعني قد لا يصل دورك إلا بعد سنوات من تقديم المقال. إذا أنا لا أرى أن المشكل الترجمة هو الحل كما اقترحته أستاذي جليل، وهو اقتراح جيد، ولكن بالنسبة للأساتذة لكي يؤدي 800 دولار لنشر المقال ويتكلف بتكاليف الترجمة، إذا راتب شهري بكامله من أجل نشر المقال، وهذا غير ممكن. يعني الجامعة والوزارة يمكن أن توفر هذا. ثم أيضا لماذا نحن لا نطور الأبحاث باللغة العربية؟ لماذا الجامعة لا تفكر في مجلة تكون اندكسي يعني وتنافس على الصعيد العالمي وباللغة العربية أو باللغات المفتوحة يعني بجميع اللغات؟ لماذا هذا المشكل؟ يعني كأننا نريد أن نقضي على اللغة الرسمية ونكتب جميعا باللغة الإنجليزية وبلغة أخرى، وننسى أننا نحن باحثين باللغة العربية، وهذا ليس عيب، كل يبحث بلغته، ولكن نحن لا نصنف بهذا السبب، ليس لأننا لا نكتب، ليس نكتب ولكن لا نجد أين سننشر، وننشر في المجلات التي قلت أستاذ أنها غير مصنفة. شكرا جزيلا. Bien, on va donner la parole au professeur Hamouche. Merci, professeur Ahmed. Votre intervention soulève d'énormes questions, plusieurs questions pour le chercheur marocain.
l'une des plus importantes questions est: a-t-il réellement les moyens de mener sérieusement des recherches qui lui permettront de publier dans des revues indexées? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, il y a beaucoup de chercheurs marocains qui ont publié dans des revues nationales, etc., et qui ont été surpris de trouver que leurs travaux sont intégralement publiés dans des revues ou des sites. Je parle du Moyen-Orient, je parle de pas mal de pays, même européens. Ça, ce sont des choses qui nuisent à la recherche marocaine. Voilà, j'ai voulu soulever ces deux questions. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y en a parmi les doctorants qui souhaitent profiter de cette belle opportunité pour poser une question ou deux au professeur Hamouche? D'autres, c'est le professeur Boutaïbi. Alors, bonjour tout le monde. Merci, cher professeur Ahmed Hamouche, pour cette pertinente intervention. Effectivement, lorsque j'ai entendu parler de la journée scientifique, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont venues dans ma tête. Effectivement, quelles sont les thématiques sur lesquelles on va vraiment s'attarder et comment on va un petit peu les examiner, les analyser, et comment on peut un petit peu trouver des solutions aux vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la recherche scientifique. Effectivement, la dynamique a été mise au niveau de la FSE avec beaucoup de formations, notamment dans la recherche scientifique qui ont été initiées par M. le doyen, notamment pour comment écrire un article et tout ça, nous ont vraiment permis un petit peu d'avoir une idée, d'accord, j'ai dit d'avoir une idée sur comment un petit peu publier dans des grandes revues indexées. Mais le problème qui se pose, c'est le problème premièrement de la langue. Juste, si je fais une recherche maintenant sur la liste de revues de Scopus en langue française, on va trouver que plus de 65% de ces revues n'ont aucun rapport avec ni les sciences humaines, ni les sciences d'éducation, qui sont trop loin. Et ça veut dire qu'effectivement, les possibilités de publication sont parfois trop minimes. Deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, est-ce que les normes de publication qui sont maintenant connues, et je reviens rejoindre mon ami lorsqu'il a dit un petit peu des normes pour Shanghai ou pour... Est-ce que ce sont des normes qu'on peut pas, nous sommes dans l'obligation de respecter, effectivement pour publier, je suis convaincu, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres plateformes, d'accord, autres que Web of Science ou Scopus, qui pourraient effectivement faciliter la publication pour les chercheurs marocains de façon générale, mais aussi pour les doctorants et toutes les autres personnes. Et j'aurais une doléance que je fais à M. le doyen maintenant, et s'il n'est pas présent avec nous, c'est effectivement de programmer d'autres formations dans ce sens, et effectivement nous vous sollicitons d'accord pour nous accompagner dans cette logique si c'est possible, bien sûr. Merci. Merci, professeur Boutaïbi. On va donner la parole au professeur Ahmed Hamouche. Parce que pour l'été, si je peux me permettre, j'ai une petite question aussi qui me... Est-ce que vous avez parlé des résultats de recherche, mais la recherche peut aussi apparaître comme un résultat, ou comme résultante de quelque chose, d'un processus. Ne voyez-vous pas que le préalable à la publication ne serait-il pas l'implication dans des projets internationaux? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des publications que vous avez citées dans Scopus, c'est toujours la publication dans le cadre d'un projet financé avec toutes les conditions favorables à la publication. À vous la parole, professeur. Monsieur Nézilé, s'il vous plaît. Désolé pour le repas. Merci, cher professeur. Donc, mon intervention concerne la contrainte de la publication de 2 articles par un doctorant-chercheur. Ça ne nuise-t-elle pas la qualité scientifique de son travail et aussi ne le met pas dans les mains
des revues, disons, prédatrices. Voilà, entre guillemets. Merci. C'est-à-dire, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut publier dans des revues, pas dans des revues? C'est ça? Exactement. Je vous remercie pour vos questions et vos interventions. Alors d'abord, la première des choses, j'ai peut-être, pour que je sois pas mal compris, c'est-à-dire en fait quand j'ai commenté sur ces universités qui sont gérées comme des entreprises, ce sont les autres universités. Et moi, c'est-à-dire ça c'est personnel, c'est-à-dire que quand vous avez, quand notre équipe de foot joue avec une autre équipe de foot, on aimerait bien gagner. Et dans ce cas, si vous avez une équipe, je sais pas, vous avez que des mauvais, vous n'avez pas gagné. Et bien mon objectif, c'est pas, je n'oserais pas peut-être aller jusqu'à dire qu'effectivement, mais disons que sur l'orientation à l'international, des grandes universités, c'est comme ça que ça marche, mais nous, je ne sais pas. Est-ce qu'on va le faire, on ne va pas le faire, et quand? En tout cas, l'université Mohamed VI, elle l'a fait. Elle l'a fait. Donc ils ont compris que c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense sincèrement, je ne suis pas, mais je pense que la nouvelle loi de l'enseignement de la recherche, de l'enseignement social, à mon avis, il doit y avoir quelque chose comme ça. Il doit permettre, peut-être pas ouvertement, mais c'est-à-dire de faire effectivement venir quelqu'un, faire venir quelqu'un pour... On va l'acheter pour améliorer l'université. On va le mettre, on va acheter le nom. Peut-être, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas ma spécialité. En tout cas, moi, j'ai laissé les autres. Nous, on ne sait pas encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de dire que nous sommes bons, aussi bons que les autres, et qu'on peut effectivement... Moi, je me rappelle, je vais en reparler, un journaliste une fois qui m'a posé la question quand il y avait la Covid, est-ce qu'avec vos 10 millions de dirhams, vous allez trouver le vaccin contre... Je lui ai dit, je suis désolé, mais si c'était juste une question d'argent, on n'allait pas avoir la pandémie de Covid. Les États-Unis ou les autres allaient mettre la main dans la poche et trouver immédiatement et c'est terminé. Je lui ai dit que c'est la matière grise. La matière grise, elle est partout. Et elle est même plus chez nous, peut-être qu'ailleurs. Donc, c'est juste pour... Alors, donc, effectivement, moi, je n'irai pas jusque-là, censer les autres et le gérer comme ça. Nous, on est sur le terrain. Je ne sais pas si on va rester le bras croisé. Enfin, je ne sais pas. Donc, ça, c'est juste... Alors, améliorer le classement, je pense que oui. Il y a quelques années, les universités marocaines ne s'intéressaient pas à ces classements, mais nous, ils s'intéressent. Et donc, on les voit affichés sur plusieurs universités, c'est-à-dire, mais il faut tout simplement savoir que c'est que les autres utilisent pour être mieux classés que nous. Ils ont des stratégies. Vous savez que l'Égypte, par exemple, eh ben, ils comptabilisent les binationaux, les enseignants-chercheurs binationaux, comme des enseignants-chercheurs étrangers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien lire et bien comprendre les indicateurs et jouer exactement comme les autres. Parce que si on veut améliorer le classement, c'est comme ça qu'il faut faire. Du moins, au moins, les choses qu'on peut faire. J'ai donné juste un petit exemple, je pourrais en citer plus. C'est à la limite de la... Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Il y en a... il y a bien d'autres d'autres critères qui le mettent à la limite, c'est-à-dire que pour s'améliorer. Et tous les moyens, ils sont bons. Alors moi, quand j'ai parlé de la traduction, je n'ai pas dit au prof de traduire. Bien sûr, c'est pas au prof. C'est pour ça que j'ai demandé, c'est à la faculté ou à l'université de mettre en place et de payer. Non, le prof, il écrit son article, si, c'est-à-dire, il écrit avec une autre langue, pas quand on arabe en français, ben, si on juge, c'est-à-dire que c'est une structure qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire vous avez des gens qui regardent un petit peu si l'article est publié à ceci, vous pouvez imaginer ça, et puis
Ça fait combien? Ça fait 200 dirhams la traduction de la page, c'est à de payer ou à quelqu'un d'autre de payer. C'est pas au prof. Je suis tout à fait d'accord, et on a assez payé comme ça. Alors, revue indexée en arabe. Alors, c'est-à-dire quand on parle des classements, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire il y en a ras-le-bol de ces classements. C'est pas simple. Et alors, il y a des pays arabes qui sont en train de discuter depuis 4 ou 5 ans sur la création d'un classement des pays arabes. Parce que, de toute façon, j'ai bien marqué un classement turc, de la Turquie. C'est-à-dire, quand moi j'en ai ras-le-bol, je crée un classement, je crée mon classement. Et après, on va tomber sur le truc, il n'y a pas de classement. C'est pour ça que j'ai dit, le seul classement qui est, c'est-à-dire, crédible, c'est celui de chacun. C'est-à-dire, il vous dire, voilà ce que j'utilise, et voici où je l'ai. C'est directement, c'est-à-dire, vous pouvez, chaque université peut vérifier. Alors, les stratégies, c'est une stratégie nationale, c'est-à-dire, en fait, l'Égypte, ils ont mis une structure, carrément reliée directement au ministre. Et donc, ils ont sorti, c'est-à-dire chacun ce qu'il doit faire. Voici ce qu'il doit faire les universités, voici ce qu'il doit faire. Et donc, chaque maillon dans la chaîne doit faire ce qu'il doit faire. Nous, par exemple, c'est-à-dire tout ce que vous voyez qui est autour de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique doit jouer son rôle pour ça. Et ils ont indiqué exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, voilà ce que c'est, même y compris, c'est-à-dire le logement et tout ça, tout doit s'inscrire. C'est-à-dire, on a une orientation, c'est un objectif d'orientation, c'est une stratégie, tout le monde doit s'inscrire. Et la controverse, c'est appelé la projet, c'est avec un objectif. Ce n'est pas donner de l'argent et puis c'est tout. Non, c'est là. On n'a pas beaucoup d'argent, donc il faut savoir les investir. C'est-à-dire, on va les investir dans cette direction. Voilà. Vous publiez ici, vous faites ceci, vous faites cela. Et donc, le CROUS doit faire ceci, le CNRSC doit faire cela. Et donc, c'est un ensemble et chacun doit faire. Alors, oui, a-t-il des moyens? Donc, les revues en arabe. Donc, s'il y a un classement qui va traiter les revues en arabe, peut-être, oui. Et dans ce cas, il faut qu'il y a, comme ce que je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai répondu à la question Web of Science au Scopus, parce que les classements piquent les données là-dedans. C'est pour ça qu'on est obligé de publier là-dedans. On est obligé, de toute façon, comment vous voulez qu'on se compare avec d'autres pays si on n'a pas. C'est-à-dire, s'il va donner vos papiers, vous avez le nombre, combien vous avez fait de publications. Maintenant, dans les conférences et les congrès, vous dites bonjour à un professeur, et vous tournez le dos immédiatement, il introduit votre nom. Et pour vous citer immédiatement. S'il va vous dire bonjour, il va vous dire ça sert à rien de discuter avec lui. De toute façon, je ne fais pas de l'achat. Donc c'est juste pour. Alors, avons-nous les moyens? Vous savez, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Nous avons, c'est-à-dire que nos chercheurs fournissent beaucoup d'efforts. Il faut leur tirer de chaque. Il faut dire aussi quand les choses marchent bien, il faut les dire. Nous sommes peu de chercheurs. Ça a été dit ce matin. C'est-à-dire, nous, au Maroc, comparé avec les Tunisiens, ils sont 21 000 en mécanique. Et les 22 000, plus de 22 000 maintenant, 23 000. Les Algériens, ils sont 42 000. Les autres sont 120 000. Et donc, il y a un standard international, c'est-à-dire vous rentrez, et vous avez trouvé quelque façon la moyenne internationale est de ça. Nous, on n'a pas ça. Donc, c'est-à-dire, avec ce peu d'enseignants-chercheurs, et on arrive à briller. On est les 3e au niveau africain, on est le 1er au niveau maghrébin, nous avions 40 000 en Égypte. Donc, il faut reconnaître les bonnes choses. S'arrêter et dire, voilà, maintenant ça. Et c'est pour ça que je dis, moi j'en ai fait l'expérience, je suis convaincu qu'il y a des banques où on peut faire beaucoup de choses. Alors, problème de langue française, bah oui, de toute façon, les deux bases de données, ils sont en anglais. Et alors, résultat, la recherche et les projets de recherche internationale. Moi, je trouve que ça a été dit ce matin, la coopération internationale est primordiale. Pourquoi? Parce que ça permet d'apporter, ça permet de s'ouvrir, ça permet d'apporter les choses dont on a besoin.
et à l'enseignant-chercheur. Et parce que quand on fait la recherche, on ne s'enferme jamais. Il ne faut pas s'enfermer. Il faut s'ouvrir, il faut coopérer, il faut travailler avec les autres. Même pour les autres classements, quand vous avez une publication, une copublication qui est faite, peu importe, entre le Maroc et le Guinée ou je sais pas quoi, donc ça compte mieux que vous avez fait un truc, tout ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Et je suis prêt à, pour débattre après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hamoche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on a encore une activité dans une demi-heure. Donc, écoutez, arriver à terme de cette rencontre heureuse, je voudrais dans un premier temps remercier le professeur Hamoche pour sa générosité et aussi pour Stade Simlock. J'étais étonné de ne pas avoir le retour. Merci, Monsieur le Président. Merci à Sermouche. Franchement, on va être indulgent avec vous. Non, mais je crois que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi des classements internationaux. Il faut se poser cette question-là. Et parce que quand même, on s'inscrit maintenant dans la mondialisation, n'est-ce pas? On est un pays ouvert, on est ouvert à la concurrence, et même à la concurrence sur le plan académique et scientifique. Parce qu'il y a une concurrence qu'on le veuille ou non. Et je voudrais juste mettre des informations, mais ce qui m'a intéressé, c'est votre, comme l'a dit Youssef, cette volonté de vouloir insuffler une nouvelle culture chez les enseignants-chercheurs, une culture de publication. Alors, ce matin, on parlait de la consommation de la connaissance. Ça, sont des choses sur lesquelles j'insiste énormément avec mes doctorants. Je leur dis, écoutez, vous ne devez pas être des consommateurs. Il faut être des producteurs. Il faut aller vers la production de la connaissance. Mais pour y arriver, on n'a pas des traditions. Alors, peut-être, et c'est là où ça commence. Parce que, qu'est-ce que c'est que la science? Faire de la science, c'est être curieux, avoir de la curiosité. Et c'est le point de départ. Alors, le billet à bord, les ingrédients d'une recherche, de la recherche scientifique, sont appris logiquement, sont développés logiquement à un âge très bas. C'est pas, on n'attend pas à l'université, on n'attend pas après le master pour parler d'initiation à la recherche. Ben, tout simplement, si les autres nous ont dépassés, tout simplement parce qu'on n'a pas encore réussi à développer une culture de la science. La culture de la science qui va nous mener vers la culture de la production de la connaissance. Et je crois que le lien est clair là-dedans. Si on a une culture de la science, on peut aller vers une culture de la recherche et par conséquent vers une culture de la production. Vous voyez, c'est moi parce que vous voyez votre intervention suscite énormément de questionnements. Alors, en plus de la question du classement, plus de la question de la culture, lorsqu'on arrive chez nos étudiants, vous savez, un travail, j'ai eu la chance de bénéficier de formations, d'étudier dans des universités anglo-saxonnes. La première des choses qu'on apprend à faire, c'est à travailler en groupe, travailler en équipe. Et voilà, cette culture, c'est une culture qui nous manque. Le travail en groupe, le travail en équipe, je crois que, je ne sais pas, j'essaie de le faire, j'ai essayé de le faire avec le doctorant. C'est-à-dire essayer de produire en équipe. Oui. Et là, ça prend du temps parce que c'est un changement de mentalité. Les gens, ils ont peur pour leurs idées, ils ont peur pour leur sujet, ils ont peur, ils ne veulent pas partager. Ça, c'est ma propriété. Et là, très difficile de changer les attitudes et le mentalité. D'accord? Et je vais terminer comme ça, je ne vais pas prendre trop de temps. En revenant justement au problème de la langue. Je crois qu'il ne faut pas mettre ça comme un problème majeur.
D'ailleurs, les Français ont le même problème. Hein. Pour qu'ils soient visibles, ils publient en anglais. Je ne sais pas, est-ce que vous le savez? Vous allez à l'université de Paris 6, Pierre et Marie Curie, les grands chercheurs, ils publient en anglais, dans le domaine des sciences exactes. Et je voudrais faire un petit commentaire là-dessus. Et là, je rejoins Yazid, parce que, bon, il y a un point dans son intervention qui est très intéressant. Lorsqu'on essaie de publier dans le domaine des sciences humaines et sociales, la difficulté n'est pas la même que dans le domaine des sciences exactes. Pendant des années, j'ai suivi des amis, des collègues au niveau de la fac de médecine et de la médecine dentaire et de la pharmacie qui publient énormément dans des revues indexées. Et j'ai appris, parce que je les aidais justement dans cet effort de traduction. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Et ça, je le sais depuis au moins une trentaine d'années. La structure d'un article scientifique, elle est simple. Elle est claire et nette. Il y a un modèle, il y a une démarche, et vous avez des gens qui ne connaissent pas l'anglais, mais ils publient énormément en anglais. Ça, je vous l'assure, je peux vous en mettre des exemples. Alors, publier en anglais, ça ne veut pas dire qu'il faut maîtriser tout. Mais ce qui est important, c'est la maîtrise du contenu. C'est la maîtrise de la démarche, la maîtrise de la méthodologie. Et vous avez des gens, une fois qu'ils ont ça, c'est comme s'ils remplissaient des cases. Et pourquoi ils sont publiés? Non seulement parce qu'ils répondent à ces critères-là, mais parce qu'ils choisissent des questions ou des objets de recherche qui sont d'actualité ou qui posent problème maintenant. Comme disent here and now. Oui, alors, la question. Mais produire un article dans le domaine des sciences humaines et sociales, ça prend du temps. Exactement. Et puis, si vous voulez faire un travail, c'est l'équivalent d'une production d'une thèse. Je vous l'assure. En sociologie, en psychologie, un article scientifique, publiable dans une revue indexée, c'est tout simplement une thèse. Et c'est pour cela, les doctorants, parfois, ils disent « la thèse a une publication ». On met, alors, je me pose la question, et je voudrais avoir l'avis de quelqu'un qui a vraiment suivi, parce qu'il était en charge des questions de recherche au sein de... Il était au CNRST, il était à la fac. Est-ce qu'il y a un moyen de revoir un tout petit peu ces normes, ces normes d'exigence de 2 articles avant de la soutenance, surtout dans des revues indexées, trouver un compromis, c'est-à-dire quelque chose entre les deux. Comme ça, on ne va pas bâcler l'opération de publication, mais on peut s'assurer qu'ils sont publiables. D'autant plus que, ajouter à cela, trouver une revue dans laquelle vous allez publier, une revue respectable, avec comité de lecture et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen, certes, moi, je vous connais, vous me connaissez, un moyen de trouver quelque chose, soit un comité au niveau de l'université ou des comités scientifiques, qui vont plutôt que de retarder et de laisser les étudiants poireauter pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, ils ont terminé leur thèse, mais les publications ne sont pas là, ils ont des problèmes de soutenance. Je m'excuse si j'ai pris beaucoup de temps, mais j'ai essayé d'associer au moins les hem des doctorants. Exactement. Merci. Merci, Céus, cher ami. Donc, je me suis permis de profiter de la proximité du micro pour juste partager avec moi un commentaire par rapport à ce qui a été évoqué par le professeur Sihmouch, que je remercie infiniment pour cette présentation pertinente, convaincante, avec des éléments, des données bien précises qui justifient un peu ce manque à gagner que nous avons au niveau de la recherche scientifique au niveau international. Et justement, je me demande quelles sont les mesures qui sont prises au niveau par le ministère pour adopter et essayer de généraliser cette approche
c'est-à-dire ce discours qui est convaincant, c'est d'éveiller un peu l'information auprès des autres universités, des autres chercheurs, des étudiants, tout ça au niveau international. Et quelles sont les actions opérationnelles, ce n'est pas nécessairement dans cette séance ou dans cette salle ou à votre niveau que ces mesures devraient être prises, mais au niveau du ministère, est-ce qu'il y a des initiatives, des procédures opérationnelles qui permettent bien sûr aux différents acteurs concernés par la recherche de comprendre comment faire pour publier opérationnellement dans ces revues. Voilà, c'est ces deux questions que je voudrais soulever, M. Mouche, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donc, moi, sincèrement, quand j'avais pris la parole pour répondre aux questions, je me suis dit que c'est lui qui doit parler. Je vais lui demander, donc c'est trop bien. Non, alors, juste cette histoire de classement, on peut imaginer que ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, bon ben, mais le fait d'être classé, ça permet de nous dire que nous sommes, de toute façon, c'est une reconnaissance. Nous sommes sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que, de toute façon, qu'on a tout mauvais, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance. Les gens nous disent que vous êtes bon. C'est très important. On peut dire, on peut fermer les yeux et dire on s'en fout et raconte n'importe quoi. Mais vous regardez aussi que, moi j'ai vu parfois des échanges des étudiants africains. Hein, donc sur YouTube. Et donc ils avaient ils échangent entre eux et je voyais, ils disaient, vous voyez, des messages qui circulaient. Si vous voulez faire des bonnes études, allez-y au Maroc ou au Égypte. Ça dépend des universités bien classées. C'est les messages qui se passaient entre les Africains. Donc, quand je vois Paris Saclay et tout ça, vous rentrez sur leur site, la première phrase que vous avez dit, classé X dans Shanghai en 2020. Ça veut dire, en fait, c'est devenu un moyen de vendre l'université. C'est vrai que chez nous, on a des établissements qui recrutent à l'international, qui recrutent au niveau national, comme la FSE ou autres, les écoles d'ingénieurs, mais les facultés accès ouvert, c'est-à-dire on prend des étudiants. Mais vous imaginez si un jour les universités, on va leur dire, bon, tant pis pour vous, vous recrutez comme vous voulez, et bien les meilleures universités vont recruter à l'international, vont recruter les meilleurs. Et puis les autres vont recruter les moins bons. Ça, c'est un simple commentaire, hein. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas le ministère. Moi, je parle en tant qu'enseignant-chercheur. Alors, le classement, c'est vrai qu'on peut le prendre comme ça, comme on veut, sachant ce qui se passe autour de nous. Et nous, on peut prendre. Si on est classé, ça veut dire que c'est une reconnaissance. On nous a dit que vous êtes des. Voilà, vous êtes. Et même d'ailleurs, notre université, c'est-à-dire le classement THE, il est affiché en permanence. Donc, c'est normal que l'université de Casa aussi, c'est pareil. Mais on peut imaginer, c'est-à-dire, nous, on doit savoir comment ça marche ces classements et qu'est-ce qu'il faut faire pour les améliorer, ce qu'ils font les autres pour les améliorer. Parce que moi, j'en suis presque convaincu que notre université est meilleure que d'autres universités au classé mieux que donc, c'est certain. Parce que les autres, ils ont une stratégie, ils ont une équipe qui travaille, et qui cherche pour améliorer, et qui vont chercher les données qu'il faut et les mettre le coup. Nous, bon. Alors, donc, alors, les deux articles ont un article, moi je suis tout à fait d'accord pour un article ou un début. Mais j'ai discuté tout à l'heure avec cette personne, normalement c'est qui doit dire pour l'université. L'université Mohamed V, on a beaucoup de chance. C'est la première université au niveau national. C'est quand même. Elle est la locomotive. J'espère qu'elle va rester encore pour longtemps, je ne sais pas, parce que les vents partent. Et c'est dommage que. C'est sûr et certain qu'à un certain moment, parce que on est arrivé, c'est-à-dire on était comme ça en montée, et là j'ai l'impression qu'on est en train de. On est arrivé au bout, et ça c'est dommage.
C'est pour ça qu'une université ou un établissement national, il a tout simplement les ressources humaines, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, et bien sûr le travail administratif. Et donc c'est important. C'est pour ça qu'il faut vraiment, et c'est pour ça mon message de vous dire que nous sommes bons, il faut y aller, il faut encore taper plus fort. Et donc ces jeunes doctorants sont eux qui vont prendre la relève demain. Donc l'article, oui, moi je suis pour de toute façon. Il ne faut pas tout de suite passer de 0 à 2. Peut-être qu'il faut mettre à 1. Même si ça prend du temps, toi et moi, de génération en génération, des choses changent et c'est important. Même si on prend... c'est-à-dire qu'il faut toujours se prendre à l'avance. On sait que l'article prend beaucoup de temps. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit de la durée. Moi, je suis confronté à ça aussi. Moi, j'aimerais bien, c'est-à-dire, j'arrive de temps en temps à convaincre quelques étudiants pour taper fort. Mais parfois, quand les étudiants publient au pic, c'est-à-dire quand ils arrivent la première fois, publier sur une montagne. C'est normal. C'est total. Mais les étudiants, croyez-moi, après le premier article, ils ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont compris le chemin de A jusqu'à Z, et parfois, comme ce que je dis, moi ça m'est arrivé déjà, que les étudiants, ils ont publié sans me le dire, et ils ont publié dans des revues qui ne m'intéressaient pas, et je leur ai dit, enlevez-moi cet article. Et l'article était bon, publié dans une revue beaucoup moins bonne, et ils n'ont pas voulu supprimer l'article, ils ont tout simplement, la doctorante, il a dit non, c'est là, et ce qu'ils ont fait, ils ont changé mon nom, c'est-à-dire ils ont, au lieu de mettre un mouche.a, ils ont mis un mètre h. Et ils n'ont pas voulu changer l'article. Enfin, ils n'ont pas voulu quitter l'article. Donc, juste pour vous dire qu'il y a ce premier obstacle, il faut le franchir. Une fois franchi, vous allez voir que ça marche, comme des roulets. Alors, c'est vrai que peut-être les scientifiques, ils ont des articles, ils ont une méthodologie et tout ça, mais à mon avis, on peut transcrire ce que font les scientifiques, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut avoir une idée. Il faut, dans l'article, il ne faut pas, c'est-à-dire parler pour faire passer un message. Et c'est important. C'est-à-dire, vous avez une problématique, vous avez quelque chose, et vous avez un message à faire passer. Je ne veux pas vous... C'est ma spécialité, c'est ma spécialité scientifique, donc c'est comme ça que ça marche. Mais je pense qu'on peut... et les sciences humaines, vous savez, c'est-à-dire si on n'est pas bon dans un domaine scientifique, on peut acheter la télévision, un téléviseur, on peut acheter une voiture, on peut acheter... Mais le domaine des sciences humaines et sociales est extrêmement important pour nous tous, pour notre pays, pour nous tous. Et vous avez l'exemple de ce qui se passe aux alentours, c'est pour ça que nos chercheurs doivent travailler pour avoir des... moi je suis jaloux quand je vois des Égyptiens, c'est-à-dire renommés internationaux, c'est-à-dire quand ils partent, tout le monde se fait. On a besoin de ces gens. Il faut les aider pour monter, c'est-à-dire pour rayonner à l'international, rayonner à l'international. C'est important. On les a, ces gens. Impossible que dans un pays, on n'a pas ce genre de choses. On les a. Il suffit tout simplement de les booster. Et donc, c'est pour ça que les responsables, je pense qu'ils sont conscients que, c'est-à-dire sciences humaines et sociales, personne ne va venir et va nous dire, ben voilà, votre société, il est comme ça, votre société. Si on ne le fait pas, nous, personne ne va le faire. Par contre, un téléviseur qui fait ceci et cela, tout le monde va le faire, on peut l'acheter, il n'y a pas de problème. Et vous voyez bien, je ne veux pas m'étaler, vous savez bien ce qui se passe dans d'autres pays, c'est justement à cause du manque d'études, je dirais beaucoup de sciences humaines et sociales. Dans d'autres pays où il y a des guerres, il y a des situations. Donc le temps, c'est ça, j'ai répondu au temps. C'est-à-dire qu'il faut peut-être prendre plus de temps, c'est-à-dire dès qu'on commence le thésard, c'est un petit peu de temps, et après prendre 8 mois ou 9 mois pour rédiger un article, c'est important. C'est bien pour lui, c'est bien pour... parce que même pour sa thèse, celui qui veut soutenir sa thèse, et là je m'adresse au doctorant, si vous soutenez votre thèse et vous dites que vous avez publié après, c'est faux. Vous êtes en train de faire une fausse route. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que de toute façon, vous allez postuler avec votre thèse. Et si vous postulez avec votre thèse et que de toute façon l'article vous le publiez après, vous n'allez pas être accepté.
Si vous voulez postuler avec votre thèse avec un article, bien sûr vous allez passer. C'est-à-dire qu'il faut préparer avant. C'est-à-dire si vous passez votre thèse avec 0 article ou avec... il ne faut pas s'arrêter à un article, il faut se faire plus. Un article, c'est le SMIC. Tout le monde va avoir un article. Mais pour garantir un poste, il faut publier le maximum possible d'articles dans des revues indexées. Au moins, c'est-à-dire pas peut-être la qualité, mais au moins des articles indexés. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. C'est-à-dire, maintenant, en scientifique, on en a 2. Eh bien, s'il a juste 2 et soutient, il a juste le SMIC. Il a très peu de chances d'avoir un poste. Franchement, très peu de chances. Mais si vous avez un docteur qui a soutenu sa thèse avec 11 articles, avec peut-être des revues, il y a des bonnes revues, celui-là, il a toutes les chances d'avoir un poste. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, professeur Mouche, pour cette réponse et pour toutes les personnes qui ont posé des questions. On se voit dans 15 minutes pour la présentation des bilans des équipes de recherche. Merci beaucoup.